Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame qui, malgré tous les chambardements qu'elle a vécus, a toujours gardé son dynamisme, Julie Mayotte. J'avais dit que je vous présenterais plusieurs dames en mars à Connaissez-vous. Eh bien, je tiens parole. J'en ai une autre à vous proposer aujourd'hui. Une dame très dynamique. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'on parle à micro fermé. J'ai hâte qu'elle parle à micro ouvert et qu'elle se présente. C'est Monsieur Pierre Saint-Onge qui m'a référé son nom. Et tout de suite, elle a décidé d'embarquer, de participer au projet. Elle s'appelle Julie Mayotte. Bonjour Julie. Bonjour. Et merci de participer au projet parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire et de façon très positive en plus. Alors, on va pas s'en priver, on va... Ouais, ça fait du bien et du positif, surtout dans le temps qu'on vit. Fait que quand on a des gens positifs, ça fait beaucoup de bien. Effectivement. Donc, comme je fais avec chaque invité, est-ce que tu es à l'aise de nous dire environ vers quelle époque tu es né et à quel endroit? Oui, je suis née en 1970 à Saint-Pierre-les-Béquets. C'est un petit village pas trop loin de Trois-Rivières. C'est à 30 minutes de Trois-Rivières, sur la rive sud. Et c'est un petit village sur le bord du fleuve. Puis c'est ça, mes parents... Ils m'ont emmené à la maison. Dans les années 70, ils examinaient pas trop les yeux. Tu sais, de toute façon, ils pensaient que tous les bébés étaient aveugles. Fait que c'était à Noël. Moi, je suis née au mois de septembre. Puis à Noël, durant le réveillon de Noël, ma grand-mère s'est aperçue que quand elle passait les jouets en avant de mon visage, il y a l'œil droit qui suivait pas du tout, jamais. Et l'œil gauche, quand tu reculais à plus de 5-6 pieds, je suivais plus. Donc, à partir de ce moment-là, le lendemain, ils m'ont emmené au Children's Hospital à Montréal. Ils m'ont examiné. Après ça, ils m'ont envoyé à la clinique Mayou à Boston. Parce que c'est un cas rare. C'est une malformation congénitale, nerf optique, rétine. Ils savaient même pas comment ça que je voyais un peu de l'œil gauche. Parce que j'avais les deux rétines décollées. Mais il y avait une rétine périphérique qui avait comme pris la place. Okay. Fait que là, ils savaient pas comment que je verrais. Puis comment de temps que je verrais non plus. Fait que ils m'ont renvoyé chez nous, puis à l'âge de 2 ans, ils m'ont sacré des lunettes d'en face. Ça lui coûtait une paire de lunettes par mois, parce que j'étais un enfant extrêmement active. Puis dans ce temps-là, les lunettes étaient en vitre, hein. Oui. Ça fait une tonne. J'en ai encore ici de mes petites lunettes, toutes cassées, là. C'était très pesant. Fait que c'était ça le début. J'ai vu à 10% de l'œil gauche avec des lunettes jusqu'à l'âge de 9 ans à peu près. OK. Ça t'a permis de commencer l'école forcément avec cette vision-là? Oui. Ben la maternelle, j'ai été à l'école à Saint-Rédempteur parce que quand j'ai eu 5 ans, ma mère et mon père se sont séparés. On est déménagé à Saint-Rédempteur avec ma mère, qui est pas loin de Québec. Et la maternelle, j'ai été à l'école régulière. OK. Mais c'est ça. J'ai été à l'école régulière, je voyais à 10% avec des lunettes. J'étais capable de lire l'imprimé à ce moment-là, mais ça me prenait de l'aide. Donc, en première année, j'ai commencé à Saint-Vincent, à Charlebourg. Parce que là, j'avais besoin d'une visionneuse, tu sais, j'avais besoin d'aide. Des adaptations, là. Oui, des adaptations visuelles. Mm-hmm. Exactement. OK. Et ça s'est passé comment, l'école, en bas âge? Ben moi, ça a bien été parce que moi, je suis quelqu'un qui s'adapte très facilement à toutes sortes de choses puis rapidement. Fait que j'ai déménagé beaucoup dans ma vie. Je me suis toujours adaptée. J'ai même déménagé toute seule avec mes 2 enfants à un moment donné à 3 heures de chez nous. Je connaissais pas personne, mais j'étais tannée. J'ai déménagé, point final. Je me suis adaptée tout de suite. J'ai contacté les places locales pour de l'aide, pour faire de la mobilité, puis ça a été tout. Mais je suis une personne, fait que même en bas âge, j'étais comme ça, fait que je m'adaptais facilement. J'étais un petit peu plus gênée qu'aujourd'hui, un petit peu pas mal, mais je m'adaptais facilement. Puis moi, je voulais apprendre. Hein. J'aimais ça lire, j'aimais ça apprendre, j'aimais ça. Fait que tout
tout était plus facile pour moi parce que j'aimais ça. Il y avait l'envie d'apprendre, là. Ça fait que c'était Ah pas oui, comme oui, beaucoup. une corvée Beaucoup. ou quoi que ce soit, là. Non, pas du tout. Moi, j'aimais ça. Puis, toujours est-il qu'à l'âge de 9 ans, un matin, juste avant l'Halloween, c'est un de mes amis qui me l'a rappelé d'ailleurs. Puis, je me souvenais pas pourquoi j'haïssais l'Halloween, mais là, je m'en ai souvenu quand il me l'a rappelé. Le matin, je me suis levée, j'ai mis mes lunettes, puis il y avait pas plus de détails. Tu sais, je voyais encore, là, mais les détails, ils sont pas arrivés avec les lunettes ce matin-là. Mais j'en ai même pas parlé à personne. Je me suis en allée à l'école. Puis c'est dans le cours de art plastique à Louise Guimont, à l'école Saint-Vincent. Il fallait dessiner des choses. Je me souviens, c'était un crayon de feutre noir avec une feuille jaune-orange, un carton jaune-orange. Je présume que je voulais dessiner une citrouille. C'était l'Halloween. Puis je faisais des marques sur le papier avec le crayon. Puis là, je voyais plus la démarcation. Fait que, vu que je suis une personne travaillante, Louise est venue me voir, elle a dit, qu'est-ce qui se passe, Julie? Tu fais pas ce que tu as à faire, tu fais barbouiller ton papier. Ben, j'ai dit, parce que d'après moi, le crayon ne marche pas. Je voyais pas les lignes, rien. Elle dit, ben oui, t'as plein de lignes. Ben, j'ai dit, je les vois pas. Là, dans ce temps-là, c'était une grosse panique parce que c'est une malformation rare que j'ai. Ils ont calé l'ambulance, ils m'ont emmené au CHUL à l'équipe de recherche qui me suivait. Mais il n'y avait rien de changé dans mes yeux, ils comprennent pas ce qui s'est passé. Fait que, à partir de là, ben, ils ont dit, ben là, tu vois plus assez. Ben, moi, le lendemain, je me suis présentée à l'école, puis j'ai dit, ben là, il faut que vous m'appreniez le braille. Comme ça. That's it. OK. Puis là, ça pressait, là. Ils ont dit, ben là, il faut pratiquer tes doigts, faire des forces dans tes doigts. Puis là, moi, mais j'ai dit, ben commencer. Fait on va se rendre à quelque part, ça va aller plus vite, tu sais. Fait qu'ils ont commencé à m'apprendre le braille, mais suite à ça, l'année d'après, on a déménagé en Alberta. Oh, OK. Oui. Fait que je venais juste de commencer à apprendre le braille, l'alphabet, si tu veux. Je ne sais même pas, j'avais commencé à apprendre les abréviations parce que vu que j'ai perdu la vue en octobre, le restant de l'année, je l'ai continué, mais en apprenant le braille aussi, tu sais. Fait que... Puis comme ils voulaient renforcer mes doigts, mais ça a été quand même assez rapide. Mais là, mes parents ils ont décidé de déménager en Alberta parce que le conjoint de ma mère, il s'en allait travailler dans une mine de charbon. Mais quand on est arrivé en Alberta, c'était un petit village qui avait été fondé pour la mine de charbon. Donc, c'était nouveau, c'était flambant neuf. Écoute, l'école était neuve. Fait que moi, vu que je connaissais pas l'anglais, je savais pas un maudit mot anglais. Là, ils ont été obligés de m'envoyer dans une école qui avait un professeur pour m'apprendre l'anglais et continuer d'apprendre le braille, parce que là, il fallait que j'apprenne le braille, les abréviations en anglais, naturellement. Ils ont dit, mais que tu saches parler en anglais comme faut, puis que tu connaisses le braille anglais comme faut. Là, on va engager un professeur à l'école où ce que tes parents demeurent, puis tu vas revenir dans ton village. Parfait. Okay. Fait que première année, j'ai été 2 ans en famille d'accueil, mais 2 familles différentes. Fait que, mais la première année, le premier mois, je peux te dire que la famille d'accueil, ils l'ont pas trouvé drôle. Mais toi, ça devait pas être facile non plus, là, quand même. Non, c'était pas facile parce que là, je parlais pas un mot anglais. Là, je savais My name is Julie, Hi, how are you? Des petites affaires de même que ma mère nous avait montrées durant l'été. Là. Mais là, j'arrive dans une famille que je connais pas. Je ne vois pas ce qu'ils mettent dans mon assiette, premièrement. Il y avait d'autres enfants dans la famille. Il y en avait un autre qui était handicapé visuel, mais il était pas aussi dynamique que moi. Fait que la famille, ont trouvé ça spécial, que moi, je faisais tout comme les autres. Moi, je m'habillais, je faisais mon lit, je faisais le ménage dans ma maison, je lavais la salle de bain. Tu sais, t'étais autonome, là. Oh oui, beaucoup. Tu sais, beaucoup. Puis moi, je voulais tout faire ça. Tu sais, c'était pas personne qui me forçait, là. C'était moi. Mais, en tout cas, fait que le premier mois, ben, c'est ça. Ils me mettaient de quoi dans mon assiette. Je savais pas ce que je mangeais tout le temps. Mais, en tout cas, du foie, je peux te dire que je l'ai appris vite comment ça se dit en anglais. J'aimais pas ça. Moi non plus, c'était ma hantise, ça, le foie, quand j'étais jeune. Ah, c'est ça. Fait quand ils m'ont donné du foie, puis ils ont dit du liver, j'ai goûté parce que je savais pas c'était quoi. Mais quand j'ai vu que c'était du foie, j'ai dit « I don't like that ».
Mais c'est ça, le premier mois, les 2 premières semaines, en fait, le soir, je pleurais puis je criais au meurtre parce que je trouvais que c'était injuste, mais c'était plus l'inconfort de pas comprendre. Tu sais, j'étais dans un environnement, je voyais pas puis je comprenais pas les gens qui me parlaient. Puis là, il avait pas encore trouvé un professeur à l'école qui parlait français pour m'aider. Que j'allais à l'école, mais c'était tout en anglais, là. J'étais vraiment immergée, là. Écoute, j'avais à peine 10 ans, là, tu sais, fait que c'était un choc terrible. J'étais à 500 000 de mes parents, là. J'allais chez nous en petit avion, 4 passagers, là, une fois par mois avec le monsieur qui amenait la malle, là, tu sais. Cet avion des Rocheuses, là, avec des poches d'air de 500 pieds à tous les 5 minutes, là, c'est assez stressant quand t'as 10 ans, puis t'es assis à côté du pilote dans l'avion, tout seul. C'est assez stressant la première fois, je pensais pas passer au travers. Après ça, c'est devenu une routine, puis là, je me suis... là, le chum à ma mère, il dit, écoute, il dit, plus vite que tu vas apprendre l'anglais, plus vite que tu vas arrêter de faire tes crises. Ben, il dit, plus vite tu vas t'en venir. Ah ben là, il m'a dit ça. J'ai dit, ah ouais, t'as une minute. J'ai appris l'anglais, puis le braille anglais, ça a pris 3 mois. Ils ont dit à mes parents, écoute, on n'a jamais vu ça, quelqu'un qui apprend 2 langues. En fait, le braille anglais, puis l'anglais, c'est 2 langues pour moi, là. Puis là, il fallait que je continue mes années à l'école. Mais là, vu que la première année, j'apprenais l'anglais avec le professeur, puis tout, là... mais en 3 mois, là, j'étais capable d'avoir une bonne grosse conversation. Là, j'étais vraiment rendue qui appelle bilingue. C'est ça, il y avait eu toute une... Oui, c'est ça. Mais ça leur a pris une autre année pour trouver un professeur pour dans le village où ce que mes parents sont. Mais dans ce temps-là, moi, la première année, ils m'ont fait un test intellectuel, puis ils m'ont fait sauter une année. Ah, okay. J'ai sauté ma 4e année. Ils ont dit, toi, tu t'en vas en 5e année tout de suite. Ben, c'est bon quand même. En anglais, là. Oui. C'est bon en tabarouette, là, parce que avec toutes les difficultés mais quand tu veux, hein. Moi, je voulais beaucoup. Je voulais beaucoup, puis j'aimais ça, tu sais. Puis j'ai eu des merveilleuses personnes sur mon chemin, là, qui m'ont aidé. Écoute, le professeur de mobilité, là, que j'ai eu ces années-là, la fin de semaine, il m'emmenait au cinéma, j'avais des sœurs grises aussi qui étaient les amies de ma mère. Eux autres, des fois, ils venaient me chercher la fin de semaine parce qu'eux autres parlaient français, fait que ça me donnait un petit break, tu sais. Fait que j'avais ma chambre dans leur couvent, il y avait une piscine, eux autres, moi, ça faisait mon affaire. J'adorais la natation. Fait que j'avais des petits breaks comme ça. J'ai eu des merveilleuses personnes sur mon chemin qui m'ont aidé. Mais quand tu veux, hein, tu rencontres, moi j'ai pour mon dire dans la vie, tu rencontres, t'as toujours des anges sur ton chemin. C'est à toi de décider si t'es veux ces anges-là ou t'es veux pas. Puis moi, j'ai tout le temps, tu m'offres de l'aide, je la prends. Tu sais, surtout l'aide morale. Fait que, c'était ça. c'est ça qui permet d'avancer, là, puis des fois, plus vite, là, d'aller chercher toutes les ressources, là, qui... Ouais, puis moi, je voulais faire, tu sais, je voulais avancer. Moi, je voulais être psychologue, premièrement, dans ma vie, là, je voulais être psychologue. OK. Ouais, je voulais être psychologue, c'était mon rêve, puis c'est ça, les 3 premières années, on était en Alberta. Après ça, on est déménagé en Colombie-Britannique. Là, je venais juste d'arriver à l'école dans le village de mes parents, quasiment, ça faisait 1 an. Là, ils ont dit, on déménage en Colombie-Britannique parce que la mine qui est ici, il envoie il relâche des personnes. Fait que là, le chum à ma mère, il a eu une meilleure position dans l'autre mine de charbon. Fait qu'on déménage là. Bon, là, c'est toujours au moins en anglais. Oui, c'est exactement. Fait qu'on a été un autre 4 ans là. Là, on était sur un petit ranch. Là, j'avais mon cheval à moi. J'ai appris à faire du cheval. Je voulais faire du cheval. J'ai appris à faire du cheval tout de suite. J'ai même pas pris de cours. C'était comme naturel pour moi. Puis le cheval que j'avais, c'est un merveilleux cheval, un ancien cheval de course qui venait du Texas. Le monsieur voulait pas me le vendre, mais j'ai dit je le veux. Fait que il dit ouais, mais il court pas mal vite. Mais j'ai dit ouais, mais je te promets que je le ferai pas courir. Quelle promesse, hein? Oh, mais il savait bien que je la tiendrais pas. Quand j'ai essayé le cheval, rendu un petit peu plus loin dans le champ, moi, je sais pas comment loin que les voyants voient, à peu près, là, on sait pas comment loin qu'on est rendu nous autres non plus, là. C'est difficile, d'évaluer les distances. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Mais quand j'ai été rendue assez loin, je l'ai fait courir. Je suis revenue, j'ai dit, c'est celle-là que je veux.
Fait que le chum à ma mère était pas capable de me dire non. Il dit parfait, on va l'acheter. Il m'a vendu ça avec la selle que le père du monsieur, écoute, il avait pris pour aller à la guerre en 1945. Là, tu sais, cette selle-là avait fait la guerre, mais était tellement confortable. Fait que tout le kit au complet, puis ça a été mon cheval jusqu'à temps qu'on revienne au Québec. Puis, c'est que là, toi, tu disais, j'ai pas pris de cours ni rien, puis ça t'inquiétait pas du Pas tout, tout. outre mesure. Non. Donc, J'ai une amie qui s'appelle Tracy Rushka, qui est encore mon amie aujourd'hui, puis qu'on se parle. J'étais allée la visiter en 2014 avec ma plus jeune. Elle faisait de l'équitation, elle avait 11 ans. Puis c'est avec elle que j'ai appris à faire du cheval. Elle a dit, on tourne de même, tourne à gauche, tourne à droite, wow, pour arrêter. Tu veux le faire galoper, tu fais ça avec tes talons, pas de problème. J'ai embarqué là-dessus. C'était comme j'avais tout le temps fait du cheval toute ma vie. c'est ça. Tu as eu des consignes de base, puis après Exactement. ça, tu t'es organisé avec le reste. Oui, puis j'ai même participé à des concours, c'était pour le plaisir, mais à ma grande surprise, j'ai gagné des prix. C'était pas prévu. Quand même. Ouais, j'ai gagné un prix de Gymkhana. La première fois, c'était un trophée, c'était un concours d'obéissance. Ça, t'es plein de cavaliers avec leur cheval dans un ring, là. Je sais pas comment t'appelles ça en français, excuse-moi, l'anglicisme. Une arène, là. Ouais, c'est ça, c'est ça, un genre d'aréna extérieur, là. Puis ils donnent des consignes, puis ils regardent le cheval puis le cavalier qui communiquent le mieux ensemble. Moi, j'avais même pas besoin de communiquer beaucoup avec mon cheval. Je faisais juste penser, puis il réagissait. Fait que la communication était très forte. C'est ça, là. C'était vraiment une communication très intense avec ton cheval. Là. Ah oui, on faisait un. Tu sais, on faisait un, puis j'ai gagné le premier prix. Hey! Puis là, les juges, j'ai été impressionnée parce que là, quand ils ont dit Julie Mayotte, numéro 1, trophée, là, j'ai resté là où j'étais parce que je savais pas où aller chercher le prix. Là, les juges, ils ont dit, pourquoi qu'elle vient pas? Puis là, les gens qui me connaissaient, ils riaient parce que eux autres, ils le savaient, mais les autres, ils le savaient pas. Fait qu'il y a un de mes amis qui est venu me chercher, il dit, c'est là que tu vas chercher ton prix. Les juges, ils ont dit, t'es non-voyante. J'ai dit, ben oui. Il était sans connaissance. Ça l'a passé un article dans le journal, une jeune non-voyante défie les juges. Mais moi, j'allais là juste pour le fun. C'était pas pour gagner rien, tu sais. Mais c'est quelque chose quand même. Hein? Tabarouette. Ouais, c'était spécial. Puis j'ai gagné un autre concours aussi. Ça, c'était avec un partenaire. Fait que mon ami qui faisait du cheval avec moi depuis que j'avais 11 ans, le concours, c'était que tu te passais un verre d'eau. C'était l'équipe qui avait le plus d'eau dans le fond du verre à la fin. Mais là, les juges disent galope, trotte, marche. Puis là, à un moment donné, tu passes à côté de l'autre, puis tu changes le verre d'eau de main. Tu le donnes à l'autre. OK. C'est nous autres, notre équipe qui a gagné. Encore là, ils se demandaient comment une non-voyante a pu galoper avec un verre d'eau dans les mains. On a de la misère à marcher droit sans renverser quelque chose, tu sais. Encore là. Ouais, puis se passer le verre au bon moment aussi, là. C'est nous autres qui a gardé le plus d'eau dans le verre. Aïe, aïe. On a gagné ça aussi. Mais ça aussi, c'était pour le fun. Là. Tu sais, je faisais ça, moi, je trouvais ça drôle parce que je me suis dit, hey, il n'aura plus d'eau, c'est sûr, dans le verre. C'est tout, non, mais on va l'avoir fait. Puis, tu sais. Mais j'étais très solide sur mon cheval. Écoute, c'était vraiment, moi, mon cheval, ça m'a donné des yeux. Puis à 16 ans, j'ai décidé, à 15 ans, en fait, j'ai décidé que tout le monde va avoir leur permis de conduire à 16 ans. Moi, j'ai décidé que j'aurais un chien guide. Que ça a été un autre étape. C'est ça, mais tu me disais que tu as été la première à avoir un chien guide avant 18 ans, donc c'était pas Exactement. C'était pas la norme là dans ce temps-là. Non. J'ai appliqué à 3 écoles. J'ai appliqué à Mira, j'ai appliqué à San Rafael en Californie, aux États-Unis, et j'ai appliqué à l'école pour avoir un chien guide à Ottawa qui s'appelle Canadian Guide Dogs. Mira m'ont catégoriquement dit non, parce qu'ils n'en faisaient pas en bas de 18 ans à ce moment-là. Ouais, ça a été beaucoup plus tard, eux, avant que... Oui, ça a été beaucoup plus tard. Fait que Californie m'ont dit non, eux autres aussi. Mais Canadian Guide Dogs, le président m'a appelé lui-même. Il dit, je vais aller te rencontrer.
Il voulait voir comment autonome que j'étais. Il dit, je vais voir. Parce que moi, je les avais écrit une lettre, je les avais convaincus. Moi, une canne, j'aime pas ça utiliser ça, je m'enfarge là-dedans, manque de me tuer. Fait que je voulais rien savoir dessus une canne. J'étais trop vite, je suis trop hyperactive. Fait que une canne, je m'enfargeais d'un crack. En tout cas, il n'y a rien qui arrivait pas. Ça te convenait pas, puis... Non, ça me convenait pas. Moi, je voulais un chien, puis j'adore les animaux. J'ai tout le temps eu, puis on avait des chiens, on avait tous les animaux quand on était dans l'Ouest. Fait qu'ils sont venus me rencontrer. Il s'appelait Bill Thornton, le président de l'école à Ottawa à ce moment-là. Il commençait aussi. Il est arrivé au Canada en 84. Puis il est venu me rencontrer. Première affaire qu'il m'a demandé, il dit qu'est-ce que tu fais pour ta mobilité de roue avec la crinière noire et la queue noire? Ben c'est ça ma mobilité. Fait qu'il est parti à rire, il dit you'll be okay. Il m'a dit tu vas être correct. Il dit j'embarque. Il dit je veux faire l'expérience. OK. Mais là, ils ont fait entraîner un chien en Angleterre par un entraîneur spécialisé en Angleterre. Puis, entre-temps, on est revenu au Québec. Fait qu'il m'avait interviewé en Colombie-Britannique. Puis, entre-temps, je suis revenu au Québec. Ouais. Parce que ma mère s'ennuyait de sa famille. Fait qu'on s'est revenu au Québec parce que son père était décédé. Puis, quand son père est décédé, elle s'est mis à s'ennuyer de sa famille. Fait qu'on est revenu au Québec. Là, j'étais pas contente parce que là, moi, il me restait 1 an d'école là-bas. Puis, je rentrais à l'université. J'avais été visiter l'université de Vancouver, toute, là, pour la psychologie, le département de psychologie. Fait que moi, il me restait 1 an. J'étais en 11e année là-bas. Il me restait la 12e année à faire. Puis, je m'en allais à l'université. OK. Mais quand on est revenu au Québec, ça n'a pas été la même histoire. Mais juste pour finir le dossier scolaire, là, ben, en tout cas le dossier secondaire, disons, là, Ouais. je sais pas là-bas s'ils appelaient ça comme ça, mais comment c'était? Est-ce que tu avais gardé encore ton envie d'apprendre? Ah oui, moi j'aimais ça, là. J'aimais l'école. Et c'était quoi comme tes matières préférées? C'était les matières qui les avaient un lien mathématiques. avec la psycho puis tout ça? Ben, les mathématiques, j'aimais beaucoup les mathématiques. Ah oui, ok. J'aimais les sciences, l'anglais, j'aimais ça. Tu sais, moi, j'avais des livres là-bas en braille, premièrement. Le gouvernement de la Colombie-Britannique me fournissait toujours mes livres à temps, ce qui était pas le cas après. J'ai toujours eu mes livres. Moi, écoute, j'avais un professeur itinérant qui appelle pour les non-voyants là-bas. Ça veut dire qu'il venait une fois par mois voir si j'avais besoin de quelque chose. Puis moi, j'avais le numéro de téléphone du ministère de l'Éducation directement. Fait que quand les professeurs ils disaient on va utiliser tel livre la prochaine session, moi j'appelais au gouvernement moi-même, au ministère de l'Éducation. J'avais une personne à qui je parlais. Écoute, j'étais jeune, puis c'est moi-même qui commandais mes livres. Qui faisait les démarches là, pour avoir puis j'avais mes livres en anglais toujours à temps parce qu'ils trouvaient ça tellement merveilleux que j'étais dynamique comme ça. Ils ont dit, elle, on va l'aider. Puis ils m'ont acheté un ordinateur parlant en 83. J'ai été la première au Canada à avoir un ordinateur qui était capable de parler à ce moment-là. Et l'idée de la psychologie, ça, c'était venu comment? Ben, c'est parce que je voyais que j'étais dynamique puis que les gens, quand il y a des problèmes, ils venaient tous me parler puis ça avait l'air à les aider. Ce que je lui disais, fait que je me suis dit, Caroline, pourquoi pas faire ça professionnellement? Comme une entraide naturelle un peu. Là, Puis j'avais beaucoup d'expérience de vie, j'avais vécu beaucoup de choses, puis je m'en sortais tout le temps. Fait que je me suis dit, Caroline, on ne doit pas être si pire que ça. Fait que c'est ça. Je voulais... ça a tout le temps été ça dans ma tête. Fait que... Mais... quand j'étais en Colombie-Britannique, puis comme je t'ai dit, il me restait 1 an, puis là-bas, il n'y avait pas de cégep. Parce que là, je m'en allais directement à l'université. Fait que là, j'étais encouragée. Moi, je rentrais à l'université en principe vers l'âge de 17 ans, là. C'est ça, assez jeune, parce qu'en plus, tu avais sauté 1 année, puis tout ça. Ouais, puis là-bas, on fait une 7e année aussi. Même si j'avais sauté 1 année, là, j'ai fait une 7e année, tu sais. Mais non, j'avais des bons quand même résultats, puis j'étais dynamique. Moi, je voulais. Moi, l'important, c'est que tu veux. C'est quand tu veux, tu peux. Il paraît que c'est un bon début. Oui. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je veux faire ça, ben je le faisais. Puis, peu importe quand les gens me disaient
Ouais, mais tu peux pas faire ça, t'es non-voyante. Non, mais laisse-moi m'adapter, là, m'adapter la chose pour moi, là, puis après ça, vous me direz que je suis pas capable. Tu sais, tout le monde, même les voisins, ils traitaient mes parents de niaiseux, de irresponsables parce qu'ils me laissaient aller en cheval tout seul dans les montagnes, tu sais. Fait que, mais mes parents, ils ont tout le temps dit non, laisse-la aller, laisse-la faire. Laisse-la faire. Puis ça l'a servi parce que ça... Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand t'es enrobé dans Watt, là, tu fais rien. Parce que t'as peur. Mais moi, de toute façon, comment qu'il voulait m'attacher, il n'aurait pas été capable, tu sais. C'est ça, avoir voulu te brimer dans ta liberté. Ah, ça n'aurait pas marché. Tu te serais défendu, là. Ah, oui, oui, parce que quand ils m'ont appris qu'on revenait au Québec, ils m'ont appris ça au mois d'avril, ils ont dit là, au mois de juin, après que l'école ça ait fini, on revient au Québec. Ben alors, revenons au Québec. Ouais, revenons au Québec. Mais moi, je n'étais pas contente parce que là, j'avais mon cheval, j'avais mes amis, il me restait un an d'école, je m'en allais à l'université. Là, je laissais mon cheval. Là, je savais qu'au Québec, il y avait un cégep. Je savais que, tu sais, il faudrait que je réapprenne le français. Je savais pas écrire un mot du mot français, first, là. Je le sais toujours pas, mais en tout cas. Mais il y avait le chien aussi, la démarche de chien qui était oui, comme... c'est qui était enclenché. Fait que, mais l'école, ça, ils ont dit, c'est pas grave, peu importe où ce que t'es, on va aller voir ton environnement, puis on va s'adapter avec le chien, tu sais. Mais ça, là, j'avais 16 ans quand on est revenu au Québec, j'ai eu le chien l'été d'ensuite. OK. Ouais. Mais quand on est revenu au Québec, j'ai encore été en famille d'accueil parce que là, mes parents étaient déménagés à Nicolette. Puis à Nicolette, à la polyvalente, ils ont dit non, on peut pas la prendre, envoyez-la à la polyvalente de Charlebourg, qui a une unité pour non-voyants. Fait que là, ils m'ont encore pitché dans une famille d'accueil. Il fallait que j'apprenne le français, puis le braille français aussi, là. Ouais, on revient à... On recommence. On revient à la case départ. Exactement. Les premiers mois, quand je suis revenue au Québec, j'ai été beaucoup malade. Premièrement, j'ai fait une grosse mononucléose, le choc probablement. Mais c'est ça, j'ai été malade pendant 5-6 mois. Puis quand j'étais à l'école, je parlais pas beaucoup parce que j'étais pas heureuse, tu sais, j'étais pas bien. Ouais, il y avait un déracinement, là, il y avait... Ah oui. Puis laisser mon cheval, c'était comme la fin du monde, là, tu sais. Excuse, ça remonte des souvenirs. Hein? Uh-huh. Ouais, il est venu une petite émotion. Même si ça fait un bout de temps, là, ça remonte des souvenirs. Ben, ça là, prouve à quel point c'était important. Oui, c'était mon... excuse-moi, là. Ça a été ça. Fait que ça a été un petit peu de temps avant que je parle aux gens. Puis là, à Polyvalente de Charlebourg, ben, j'ai eu un tuteur qui a été merveilleux. Il dit, moi, je veux te voir sourire. Fait qu'il dit, là, je vais proposer au comité une activité d'aller à l'écurie le mercredi midi. Puis il dit, tu vas montrer aux autres comment faire du cheval. Ah, OK. Moi, je te fasse sourire absolument. Fait qu'il dit, là, je trouve ça tellement triste. Il dit que tu t'ennuies comme ça. Il a développé une activité le mercredi midi. Écoute, on allait dans une écurie à Saint-Augustin avec d'autres non-voyants qui ont voulu participer. Puis on est allé faire du cheval. On allait là tous les mercredis midi. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Là, j'ai commencé à parler, j'ai recommencé à m'ouvrir. OK. Ça a été comme l'activité là qui t'a un peu remis sur ton... sur ton aspect. Il m'a ramené un peu, là, parce que j'étais encore en famille d'accueil. Là, j'étais loin de ma famille. Fait que je me disais pourquoi qu'ils nous ont ramenés au Québec, puis me pitcher en famille d'accueil. Puis en plus, quand on était en Colombie-Britannique, mes parents ils ont dit qu'ils voulaient revenir au Québec, ben la famille où j'allais garder les enfants, qui était le deuxième voisin chez nous, ils ont proposé à mes parents de me garder. Ils voulaient me garder, moi et mon cheval, dans l'Ouest. Mes parents ont pas voulu. Fait que là, je les en voulais de pas avoir voulu parce qu'ils m'arrivent au Québec, ils me pitchent en famille d'accueil pareil. Ouais, c'est que t'aurais été quand même séparé. Ça aurait été mieux. J'aurais été séparée, mais j'aurais pas été changée d'environnement, puis j'aurais pas laissé mon cheval. C'est ça. Puis en plus, au Québec, ils m'apprennent, ben là, t'es obligé d'aller à l'école en français parce que tes parents, ils ont pas été à l'école anglaise. Fait que même si moi, j'avais été quasiment tout mon primaire en anglais, j'avais pas le droit d'aller à l'école en anglais. Ouais, c'est ça, hein, il y a comme une espèce de règle de
Ce qui est Linguistique, ridicule, là. Mhm. ouais, puis ce qui est ridicule, parce que vu que moi, j'ai été à l'école anglaise, mes enfants et mes petits-enfants ont le droit d'aller à l'école anglaise. Mais moi, j'avais pas le droit au Québec. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est pas pour C'est le bien ironique. des... C'est ironé, mais au moins, j'ai donné cet héritage-là à ma plus jeune. Les deux plus vieux, ils ont été à l'école française, mais la plus jeune est allée à l'école anglaise. Puis ma petite fille commence l'école l'année prochaine, elle devrait commencer en anglais. OK. Ouais, fait que c'était ça. Mais c'est ça, ils m'ont appris qu'il fallait que j'apprenne le français. Puis là, il n'y avait pas beaucoup de livres à ce moment-là. Puis là, ils m'ont dit, tu vas être dans un cours avec d'autres non-voyants en mathématiques, en anglais. Ben, j'ai pas fait le cours, j'ai passé juste les examens. J'étais exemptée du cours parce que Ben là, j'étais j'espère. C'est anglais langue C'est seconde, là. Puis là, toi, ouais, t'étais... exactement. Mais en tout cas, en français, on n'avait pas beaucoup de livres à ce moment-là. Les livres se produisaient pas rapidement. Fait que j'y allais au son. Tu sais, j'avais des lectures par cassette, mais comment veux-tu apprendre à écrire le français au son? Puis moi, je suis visuelle. Fait que moi, si je l'ai pas en braille, un cours qu'il faut que j'apprenne, je préfère l'avoir en braille que dans mes oreilles. Des livres, j'en consomme beaucoup, mais si j'apprends quelque chose, il faut que ça soit en braille. Ben oui, parce que là, en cassette, on n'a pas l'orthographe, on n'a pas les On n'a pas paragraphes, rien. on n'a Ouais, pas c'est ça. rien. Exactement. Mm. Mais toujours est-il que, en tout cas, en secondaire 4, cet été-là, quand j'ai fini de secondaire 4, je suis arrivée ici, ils m'ont mis en secondaire 4. Cet été-là, je suis allée chercher mon chien guide à Ottawa, qui est entraîné juste pour moi. Puis après ça, ben j'ai eu un appartement, parce que là, c'était dur de trouver une famille d'accueil qui voulait un chien. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, on se faisait fermer les portes. Là, On recule, même, ben oui, tu sais, ah là. ouais, on recule, là, c'est en 87, 88, là. Fait que à la polyvalente de Charlebourg, avec 3000 élèves, le chien puis moi, là, c'était le directeur, là, ça grichait un peu parce que le chien, qu'est-ce qu'il va faire, mais que la cloche sonne, mais qu'il y ait 3000 élèves qui rentrent dedans de tous les bords, tous les côtés. C'est pour ça que le chien avait été entraîné en Angleterre, où il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de monde. Il avait été adapté pour ça, là. C'était une merveilleuse chienne. Elle s'appelait Alda. C'était un moitié labrador, moitié golden. Elle était merveilleuse. Excuse, j'ai une petite émotion encore parce que Alda, ça a été mon premier chien guide. Fait qu'on était à polyvalente ensemble. On a fait le cégep. J'ai eu mes premières jobs, mes enfants, mes deux plus vieux avec elle. Fait que ça a été ma chienne guide là, que j'ai eu le plus longtemps. Okay. J'en ai d'autres depuis, là, qui sont merveilleux aussi, là, mais Alda, c'est parce que c'est les premières expériences de vie, là. C'est ça, la première, puis en plus, comme tu disais, toi, t'étais la première aussi jeune à avoir oui, écoute, oui, ça l'a passé. Il y a eu un article décrit sur moi dans le lundi, quand j'étais à Polyvalente de Charlebourg en secondaire 5. Puis en secondaire 5 aussi, j'ai gagné un trophée en mathématiques à Merit House parce que j'ai gagné en maths 534, ce qui est le plus haut niveau mathématique, qui est de l'algèbre, qui est assez difficile là, pour les non-voyants. Puis j'ai gagné un prix là-dedans parmi les voyants. Fait que je compétitionnais avec des voyants, puis c'est moi qui ai gagné. Hey, quand même, hein, parce que moi, je me serais jamais lancé là-dedans, ça, je peux te le dire. Ben, c'était malgré moi. Mon professeur, elle était aussi peut-être dure que moi. Elle savait que j'étais bonne. Puis, écoute, on s'est ostiné. J'ai pitché une calculatrice dans le tableau à un moment donné. Elle revenait me rechercher parce qu'elle savait que j'étais bonne. Puis, elle nous fait obstinée. Fait qu'elle dit non, tu vas continuer, t'arrêtes pas. Puis, mais on s'entend que c'était un défi à ta mesure. C'était dur. Ah oui, mais c'était difficile quand même. Hein? On dit pas. Et en plus, en français, n'oublie pas, moi, j'ai eu à apprendre les termes tout en français encore. Ben oui, c'est ça. On dira jamais que c'est facile. Faut travailler, tu sais, ça se fait pas. Il faut travailler fort, mais quand tu veux, tu peux. Fait que moi, la minute que je voulais, là, ça l'embarquait bien. C'est ça. Mais que je voulais pas, il y avait rien à faire. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini mon secondaire 5. Après ça, j'étais allée au cégep Saint-Lawrence. Là, je pouvais aller en anglais. Là, j'étais contente. Là, ça a bien été. J'ai été au cégep, j'ai fait 3 sessions. Puis après ça, j'ai tombé enceinte de ma fille parce que les médecins m'avaient dit que je pouvais pas avoir d'enfants. Puis moi, c'était mon rêve le plus cher d'avoir des enfants. Fait que j'ai tombé enceinte de ma fille, puis en tout cas, j'ai eu des jobs aussi d'été. Là. J'ai travaillé à l'INCA un été comme je faisais des sondages téléphoniques. OK.
dans le temps que c'était Richard Lavigne, le président de l'INCA à Québec. J'ai travaillé un été là. Puis l'été d'avant, c'est vrai, l'été quand j'étais de secondaire 5, attends un peu. J'ai travaillé à l'INCA quand j'avais 18 ans. OK, ma première job, entre ma première, quand j'ai fini mon secondaire 5, j'ai travaillé dans une compagnie qui était de la Colombie-Britannique, ça s'appelait Viacom Québec. C'était une compagnie de transport. Je répondais au téléphone, je travaillais qu'avec des hommes. OK. J'ai fait ça comme job d'été. Ouais, j'ai travaillé juste avec des hommes. C'était une compagnie de transport. J'étais comme réceptionniste, là, j'avais mon ordinateur. Les hommes appelaient pour savoir où ce qu'il fallait qu'ils aillent les prochaines livraisons. Fait que j'étais là. J'ai bien gros apprécié ça. Puis c'était en anglais aussi et français. Fait que c'était parfait. OK. C'est que tu avais un petit peu de français aussi à... Oui. Ah oui, je parlais français. Mais la plupart parlent anglais quand même. Mais il y en avait qui parlaient français. Mais ça a été ma première job vraiment d'été. La deuxième, c'était INCA, l'année d'ensuite. Après ça, j'ai eu ma fille. Puis quand ma fille a eu 7 mois, il y avait un concours au gouvernement. Dans ce temps-là, il faisait des concours pour les non-voyants, là, pour promouvoir d'engager des personnes handicapées. Fait qu'on était 3 personnes qui ont postulé, puis j'ai eu le poste. OK. Fait que j'ai été 2 ans au gouvernement. Après ça, j'ai eu mon fils. Puis j'ai eu une méningite bactérienne aussi. Wow, OK. Hey, t'as pas été chanceuse quand même, hein? La mononucléose, la méningite, c'est tous des noms j'ai été assez malade. des maladies qui font peur, ça, là. Ouais, mais je m'en ai sortie, mais j'ai eu les mains du bout des doigts jusqu'au coude engourdies pendant 2 ans à cause de la méningite. Fait que de 23 ans à 25 ans, j'avais 2 jeunes enfants. Ma fille, quand j'avais 23 ans, elle avait 3 ans. Mon fils avait 1 an. Puis écoute, j'ai failli mourir, là. Ça allait pas bien. Mais je m'en ai sortie. J'ai fait 3 hôpitaux avant qu'ils trouvent qu'est-ce que j'avais premièrement, parce que les autres étaient sûrs que j'avais une tumeur au cerveau. C'était pas ça. Après ça, ils ont dit que je faisais une dépression. Après ça, ils ont dit que c'était des migraines, parce que moi, je faisais des migraines depuis que j'étais petite. Ils ont dit c'est juste des migraines, mais je perdais connaissance, j'étais étourdie, en tout cas. Il y a un médecin à Nicolette, ma mère est venue me chercher, elle dit là, ça va faire, là, ils sont prêts de trouver ce que tu as ici, m'a t'emmener voir mon médecin. Parce qu'elle lui a dit, ma fille, elle fait pas une dépression, ça fait 1 mois que ses enfants se font garder ailleurs, qu'elle les voit pas. C'est vous autres qui êtes en train de lui faire une dépression, parce que vous trouvez pas ce qu'elle a, puis c'est pas une dépression. Et puis là, quand on a les mains engourdies, là, j'étais même plus capable de lire en braille, rien, là. Ma montre, j'ai été obligée d'avoir des aides auditives, parce que j'étais plus capable de lire ma montre en braille. J'étais plus capable... tu sais, je fonctionnais, mes mains bougeaient, mais je chantais rien. Fait que ça a duré 2 ans, ça. Mais il y a le médecin de Nicolette, à ma mère, lui, a fait une ponction lombaire, puis il a dit, elle a passé au travers d'une méningite bactérienne sans antibiotiques. Là, on donne rien, parce que ça donne rien de lui donner des antibiotiques. Son système immunitaire l'a déjà combattu. OK. Fait que là, ils m'ont donné des vitamines, là. Je mangeais ça pour déjeuner, pour dîner, puis pour souper. C'était plein de pilules, de la gelée royale. J'avais mon cocktail le matin, le midi, puis le soir. Plus la nourriture que j'étais capable de manger. Ça qui te restait juste comme à t'en remettre, là. C'est ça. Ton système avait combattu, mais... Exactement. Mais il faut s'en remettre, là, parce que là, mon système immunitaire, il est tombé à 0. Là, j'ai commencé à faire des pneumonies, des bronchites, des sinusites, des allergies, nomme-les, je les ai tout fait. J'ai été 10 ans comme ça que je faisais des bronchites et des pneumonies à répétition. J'étais beaucoup malade. Mais ça a fini par se passer. Il me l'avait dit, mais ton système immunitaire, ça va être complètement rétabli, tu vas être correct. Mais les mains, on ne le savait pas. Ils ne savaient pas si les mains étaient pour me dégourdir. Premièrement, les médecins m'avaient dit, t'es chanceuse, t'es pas morte. Ah bon, c'est le fun. Déjà, ouais. Déjà là. Et en plus que vous me disiez, je faisais une dépression. C'était toute une dépression. Il y aurait eu lieu d'en faire une, quasiment, avec tout ça, là. C'est Quasiment. Mais moi, je savais que c'était pas une dépression. Mais non, c'est ça. Dans ma tête, je savais que c'était pas une dépression, mais ils trouvaient pas ce que j'avais. Fait que j'ai dit, j'ai quelque chose de rare. Déjà que mes yeux, c'était une malformation rare. J'étais en recherche pour ça.
Puis, écoute, fait que là, ça me surprenait, oui puis non, mais là, je trouvais ça plate parce que mes enfants étaient jeunes, tu sais, mes deux plus vieux étaient jeunes. Puis, en tout cas, quand mes mains ont dégourdi en 95, c'est là que j'ai décidé, j'ai pas décidé, j'ai voulu prendre une cours de massage parce que là, je voulais plus d'être réceptionniste, je voulais plus faire ça. Puis, j'ai appelé Pierre Saint-Onge. Puis j'ai pris quelques cours avec lui, maître Reiki. Non, pas maître Reiki, j'ai fait ça plus tard, mais j'ai pris des cours de Reiki. J'ai pris l'initiation au massage suédois. Mais là, il n'y avait pas la formation encore complète, Pierre, il la donnait pas encore complète, puis j'avais pas les moyens non plus financiers de le faire. Puis ma mère puis mon frère sont décédés à 16 mois d'intervalle, fait que j'ai pris un petit break. J'ai pris quelques cours, je pouvais faire des massages un peu, mais j'avais pas le cours complet. OK. Mais c'est ça c'était en 95. J'ai pris quelques cours, puis là, comme je te dis, ma mère est tombée malade, elle a eu le cancer, ça a pris 7 mois puis elle était décédée. Puis mon frère est décédé 16 mois après. Fait que je m'en remets de ça, puis je me suis séparée de mon mari en même temps, tant qu'à faire. Bon. C'était dur, toutes sortes d'événements. Ouais, puis Alda, il a fallu que je la mette à la retraite en même temps aussi. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher un autre chien guide à Ottawa. Fait que tout ça en même temps, dans la même année, tant qu'à faire. Tu sais, puis après ça, c'est ça, je suis retournée à Saint-Pierre-les-Béquets, j'avais ma maison avec les enfants. Mais à ce moment-là, j'ai été sur l'aide sociale parce qu'écoute, j'avais été malade 2 ans, je pouvais pas travailler. Puis à Saint-Pierre-les-Béquets, j'étais déménagée là pour être plus proche de mon père puis de la famille qui m'avait gardée de 0 à 5 ans. En réalité, là, il me gardait à semaine longue parce que ma mère était coiffeuse à Québec puis mon père travaillait à Bay James. Fait qu'on avait été gardés par une personne qui s'appelle Francine Gendron. Je lui dois beaucoup. Donc, une autre personne très importante. Oui, puis même quand on est parti dans l'Ouest, elle nous appelait, puis elle gardait contact. Oui, fait que quand on est revenu au Québec, on était très en contact. Excuse-moi. Ouais, c'est comme ma deuxième mère, hein, fait que encore aujourd'hui, elle est encore dans ma vie. On s'appelle à tous les jours, puis on se voisine quand on peut. Là, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu à cause de la pandémie. Ouais, moi juste de pandémie. Hein? Ouais, mais c'est ça. Mais on s'appelle. Moi, je parle à mes amis proches tous les jours, sans exception. OK. Ouais, sans exception, j'ai 4-5 amis proches là, puis je leur parle à tous les jours. Fait que ça, Francine, c'est une personne très. Elle a pas eu d'enfants parce qu'elle disait que c'était moi et mon frère qui étaient ses enfants. OK. Puis écoute, elle a passé la maladie de ma mère puis mon frère avec moi. Là. Fait que c'est ça. On s'est éparpillé un petit peu, là. Je sais même plus où qu'on était. On va essayer de se ressaisir. Je pense que c'est la première fois que ça arrive quand même pendant une entrevue. Ah oui? Ouais. Mais je suis pas surprise, hein, parce que j'ai un trouble de déficit d'attention. Fait que, vu que je suis un hyperactive, j'ai un trouble de déficit d'attention et hyperactivité. Fait que, pour moi, c'est pas nouveau de me mélanger à quelque part. OK. Bon, là, tu disais 1995. Après, tu sais, après l'aide sociale, là, quand tu as décidé de... c'est ça. En 99, un matin, je me suis levée, puis là, tu sais, j'avais déjà pris quelques cours de massothérapie, puis je trouvais que ça rejoignait la psychologie, puis moi, j'aime ça bouger. Fait qu'être psychologue, je me disais, j'ai plus le goût de faire ça parce que là, je me suis rendu compte qu'être psychologue, t'es assis dans un bureau puis tu bouges pas. Ouais. Là, ça faisait pas mon affaire quand j'ai réalisé que je bougeais pas. Tu sais, tu parles aux gens, mais tu bouges pas. Uh-huh. Fait que, tu sais, sûrement dans ma tête, au fil des mois, puis en pensant... je me suis dit, regarde, tu sais, la massothérapie, ça bouge. Puis un matin, je me suis levée un vendredi matin, 8h. Dans ma tête, ça dit, tu vas être massothérapeute. Là, j'ai pas d'argent. Là, je suis sur l'aide sociale. Je suis seule avec mes 2 enfants à Saint-Pierre-les-Béquets. Je suis pas proche d'un grand centre, là. Non. J'étais à 1h15 de Québec, puis 40 minutes de Trois-Rivières. Là, j'ai dit, m'a appelé Pierre Saint-Onge, encore, puis je vais lui demander où il a pris son cours.
Ben, il dit, Julie, il dit, maintenant, je donne la formation, puis il dit, vu que tu es sur l'aide sociale, il y a peut-être un programme qu'on pourrait développer avec des non-voyants. Ah, j'ai dit, ça m'intéresse. Ça, là, ça m'intéresse. Mais il dit, je commence le cours parce qu'il a fallu que je reprenne l'initiation, tu sais, suédois 1, suédois 2, suédois 4, 3 et 4, là. J'avais déjà pris le suédois 1 et 2, si je me souviens bien, en 95, mais il fallait le refaire. OK. C'était une nouvelle formation. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va le refaire. Puis là, il y avait des livres puis tout, là, mais j'ai dit, moi, il dit, je commence ça demain matin, mais, tu sais, on sait pas trop ce que ça va donner la subvention. Ben, j'ai dit, je vais être là demain matin. Mais je savais même pas comment je ferais pour payer, ni pour me rendre, hein. Wow! Mais j'ai été là à 9h le lendemain matin, par exemple. Parce que j'avais décidé que c'était ça mon chemin. J'aurais été sur le pouce, j'aurais fait n'importe quoi, mais j'y aurais été. Mais là, j'ai parlé à ma tante qui a parlé à mon père. Elle a dit, tu vas l'emmener à ses cours. Puis là, j'avais Francine qui a gardé mes enfants un petit bout de temps. Puis quand le programme du gouvernement se sont décidés à le payer, parce que moi, je me suis battue avec l'aide sociale, je me suis battue au ministère de la Santé dans les plus hauts postes. Je leur ai expliqué que les cours qu'ils m'offraient sur l'aide sociale me convenaient pas vu que j'étais une non-voyante, que je pourrais pas faire ma carrière puis ma vie là-dedans. Fait que je leur ai donné deux options. Vous avez le choix. Soit que vous me payez la formation au grand complet, puis vous aidez à d'autres non-voyants à être massothérapeute en développant cette formation-là pour les gens sur le chômage puis sur l'aide sociale. Puis moi, je vais être massothérapeute, je vais terminer mon cours, puis je vais payer de l'impôt le restant de mes jours ou je me mets sur l'aide sociale jusqu'à la fin de mes jours. Ben, je pense que c'est plus rentable que vous me payez un cours. Je pense dans ce temps-là, la formation complète, c'était 15 000, en tout cas avec les déplacements, parce qu'ils m'ont payé une gardienne aussi. Ils payaient le transport, parce que là, il fallait que mes enfants se fassent garder. J'étais à Québec 4 jours semaine. Ben oui. Puis là, j'étais hébergée chez une amie. Je couchais là. Ils payaient l'hébergement. Puis ils payaient ma gardienne. J'ai eu la nièce à Francine qui gardait mes enfants 4 jours semaine. Fait que moi, j'étais à Québec, puis il fallait quand même que je règle les problèmes des enfants à la maison, puis tout, là. En étant à Québec, en prenant mon cours. Mais j'ai réussi, puis j'ai été massothérapeute, puis après ça, j'ai ouvert j'ai voulu... Suite à ça, je suis allée à l'auberge Godefroy pour me faire engager comme massothérapeute, mais là, ils m'ont viré de bord. Le propriétaire, il dit, je peux pas t'engager, il dit, t'es trop qualifié. Fait que... Hey, quand même, là. Ouais. Puis c'est Pierre qui m'avait référé lui, il dit, je le connais, il dit, va le voir. Puis il dit que tu as pris des cours chez nous. Mais là, le propriétaire, il a rappelé Pierre, il a dit, je peux pas l'engager, il est trop qualifié. Fait que, après ça, j'ai dit, bon, ben, s'ils veulent pas m'engager, je suis trop qualifiée, ben, je vais ouvrir un bureau chez nous. Fait que j'ai ouvert un bureau chez nous, à Saint-Pierre-les-Béquets. Puis se faire une clientèle, là, t'as pas 20 clients par semaine de suite, là. Écoute, c'était à 1 ou 2 là, en commençant, parce que la minute tu mets une pancarte sur le bord du chemin, le monde arrête, pose des questions, mais dans ce temps-là, la massothérapie, c'était pas comme aujourd'hui, là, c'était pas quelque chose que c'est normal, là. Aujourd'hui, tu vas te faire masser, c'est normal, mais dans ce temps-là, ouais, la massothérapie, Ouais, c'était pas comme reconnu comme aujourd'hui. C'était pas aussi médical qu'aujourd'hui. Tu sais, les gens pensaient que c'était des massages de détente, que c'était du niaisage. Tu sais, il y en a beaucoup. Puis surtout dans un petit village comme moi, ce que moi j'étais, la plupart du monde n'avait jamais entendu parler de ça, la massothérapie. Tu sais, fait que j'ai commencé là. J'avais quelques clients que je me suis fait. Puis à la fin de 99, j'ai rencontré mon deuxième mari. Puis là, lui, il avait une compagnie à Montréal. Il dit, la seule affaire, il dit, au mois de mars, je déménage à Montréal pour ma compagnie. Ben, j'ai dit, là, calme-toi, on vient de se rencontrer. On verra. Ah non, là, c'était pas demain, on s'en va. Hein? Non. Moi, c'était, on va voir. Ouais. Fait que, toujours est-il qu'on s'est fréquenté, il s'est en allé à Montréal, ses parents, ils ont loué un logement à Rosemère, fait que, il avait sa compagnie à Montréal, puis j'ai décidé de louer ma maison, j'avais une maison qui m'appartenait à Saint-Pierre-les-Béquets, où je restais, j'ai dit, bon, ok, je vais louer ma maison, je vais déménager avec toi, puis si ça va pas, ben, je pourrais revenir.
Fait qu'on a loué une maison à Lorraine à ce moment-là. Puis lui, il a déménagé son bureau à Laval. Fait que j'ai dit, moi, je veux pas rester à Montréal, je veux rien savoir de Montréal. Fait que tu m'emmènes pas à Montréal avec les enfants, on va être en banlieue. Puis il y avait un petit garçon de 4 ans à ce moment-là aussi. Okay. J'avais les deux miens qui avaient 9 ans puis 7 ans. Fait que on a tous déménagé ensemble. Puis on a ouvert un bureau à Laval. Lui, il avait son bureau là pour sa compagnie de balcon. Et puis, quand je l'ai connu, il avait cette compagnie de balcon-là. J'ai commencé à travailler avec lui. Je retournais les appels aux clients. Puis je répondais au téléphone entre mes patients. Parce que là, je rouvre à Laval, Pignon-sur-Rue, un centre de massothérapie. J'avais une salle de bain thérapeutique plus 2 salles de massothérapie, puis j'avais une réception. Fait que là, tu commences Pignon-sur-Rue. C'est sûr que j'ai été chanceuse. J'ai eu de la clientèle assez rapidement. Encore aujourd'hui, la première de mes patientes que j'ai eue à Laval, qui est venue se présenter à mon bureau, elle s'en allait se faire masser ailleurs, puis elle s'est trompée de place. Ah, mais ça arrive, ça, ouais, c'est vrai. C'est ça. Ben oui. Quand elle m'a rencontrée, elle dit, écoute, je vais canceller à l'autre place. Elle dit, si t'as de la place, elle dit, pour me prendre tout de suite, ben, j'ai dit, je viens de rouvrir. J'avais ouvert le 30 octobre 2000. Puis, c'était au début de novembre. Je me souviens pas si c'était le 2 ou le 3 novembre, ma première cliente, puis je la masse encore aujourd'hui. Et c'était du fait que t'avais pignon sur rue, ça que les gens voyaient. Oui, ben ils voyaient. Il y avait des commerces à côté de moi. Là, il y avait un salon de coiffeur, il y avait un comment t'appelles ça, une chose à crème glacée, là, Monsieur Pingouin. Une crèmerie, là, ouais. Ouais, une crèmerie, exactement. Puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une boucherie aussi au bout. Puis j'étais en face du gros métro à Laval. Fait que les gens, ils venaient me rencontrer. Puis ils étaient bien satisfaits quand ils me rencontraient. Fait qu'ils prenaient des rendez-vous. Puis c'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle. Pendant 4 ans, puis j'avais 2 employés à moi, puis avec la compagnie de balcon, on avait 7 employés à ce moment-là. OK. Fait que, ouais, puis après ça, je me suis associée avec mon mari, on a eu la compagnie ensemble. La compagnie de balcon. Puis moi, je renais tout le temps mon bureau de massothérapie aussi, plus les enfants à la maison. Là, on en avait 3. Après ça, j'ai tombé enceinte de ma dernière qu'on a eu ensemble. Mais là, quand j'ai tombé enceinte de la dernière, j'ai dit, je ferme mon bureau, je vais faire ça chez nous. Parce que j'étais tannée, les gardiennes, ça marchait pas. On arrivait, des fois, je me suis travailler à 9h le soir, il y avait rien de fait. Les enfants étaient tannants aussi, là, c'est normal. Ben, c'est des enfants. Hein, il y avait 2 petits gars, tu sais, puis quand il y en a un qui manque d'idées, l'autre, il en a. Tu sais, fait que... Puis ça manque pas tant que ça d'idées, hein, habituellement. Non, en général, là, il manque pas d'idées. Surtout à 2, là. Nous autres, on était 4 gars chez nous, puis oh my God! Ça manquait pas d'idées. Non, ça manquait pas d'idées. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait ça chez moi. Mais j'avais tout le temps la compagnie avec mon mari, puis jusqu'à il y a 8 ans, là, il est décédé. Maintenant, ça va faire 6 ans ce mois-ci. On s'était séparés, par contre, 1 an avant, mais il est décédé après. Il y a eu un accident de motoneige. Oh, quand même, c'est une tragédie. Ouais, exactement. Puis c'est ça. Moi, j'ai toujours mon bureau chez moi. J'ai déménagé 2 fois, mais là, ça fait 3 ans que je suis à la même endroit, mais je suis toujours à Laval. Fait que ma clientèle me suit. Fait que, c'est ça, tu t'es pas parti assez loin là pour... Non, je vais toujours rester dans le coin pour garder ma clientèle, tu sais, parce que j'ai des clients fidèles, puis les gens, tu sais, on se connaît bien, puis non, c'est à peu près ça mon parcours professionnel. Mais quand tu faisais, quand tu étais dans la compagnie de balcon, tu dis on s'est associés à un moment donné, est-ce que tes tâches ont changé ou toi tu prenais les appels? Je faisais encore la même affaire. Oui, je prenais les appels, puis je parlais aux clients. Non, on s'est associés parce que j'ai eu 50% des parts, tu sais, fait que... Mais c'était ça, c'était plus pour la forme là, que d'autres choses. Mais est-ce que c'était compliqué? Parce que là, les gens tu dis une compagnie de balcons, ça qui appelait forcément pour faire construire des balcons ou rénover leurs balcons. Exactement. Mais mon mari, lui, il avait développé un procédé de fibre de verre que c'est une machine qui pulvérise le fibre de verre sur le balcon. Okay. Fait que le balcon de ciment sert de moule.
Lui, il a développé ce procédé-là. En 99, il a gagné un prix le prix Habitat Innovation en 99 au Salon de l'habitation de Montréal. Puis il présentait son produit au Salon de l'habitation à toutes les années. OK. Fait qu'on avait des clients comme ça. Puis il m'avait tout expliqué comment ça fonctionnait, comment faire, puis tout. Fait que moi, vu que j'apprends assez rapidement, puis j'allais souvent faire des estimations avec lui aussi. Les clients aimaient ça beaucoup parce qu'ils trouvaient ça, c'était très dynamique. Une non-voyante qui vient avec son mari vendre des balcons, c'était assez intéressant. Puis là, ils voyaient que j'étais massothérapeute. J'ai eu des clients comme ça aussi. Tu sais, là, on était... c'était bien. C'est que tu connaissais le procédé de fabrication, ouais, tu connaissais pas mal les prix. Les prix, puis comment ça fonctionnait, mais il fallait aller faire une estimation sur les lieux. Tu sais, sur les lieux. Okay. Il y avait un prix de base, tu sais, au pied carré, si tu veux, mais selon la difficulté du travail ou qu'est-ce qu'il y avait à faire, ben ça changeait le prix, mais c'était très lucratif dans le temps. Il y avait beaucoup de gens là qui voulaient ça. Ouais, puis c'était nouveau, puis c'était nouveau. C'était maintenant, innovateur. Ça fait 20 ans, là, il y en a plein qui font ça, là. Il y en a à tous les coins de rue. Mais quand mon mari est décédé, moi j'ai fermé la compagnie parce que les gars étaient encore trop jeunes pour runner ça. Puis mais ils ont eu beaucoup de peine, les gars, parce que tu sais, mon fils avait commencé à travailler avec lui, il avait 11 ans, là, tu sais. À tous les étés, il travaillait avec lui, puis il aimait ça, là. Il en mangeait du balcon. Lui, ouais, il était juste un petit peu trop jeune, là, pour... Exactement. Mais là, quand il est décédé, il était plus vieux, mais il était pas assez mature encore, les enfants. Il était pas comme rendu là. Non, il était pas rendu là, puis il aurait fallu que je m'en occupe trop, mais avec mon bureau, je pouvais pas m'occuper plus, tu sais, je pouvais pas aller sur le chantier, là. Ben, c'est ça, mais c'est... des clients, mais je pouvais pas faire plus, là. Ce qui était magnifique, c'est que tu pouvais, comme du temps que ton mari était vivant, tu pouvais coordonner les deux, tu pouvais faire... C'est ça, exactement. Mais là, il aurait fallu que je fasse juste ça, puis il y en était pas question. Moi, la massothérapie, c'est ma passion, c'est ma profession, c'est mon bébé, c'est mon 5e enfant, en fait. Puis j'adore ça, j'adore le contact avec les gens, j'adore l'expérience de vie, qu'est-ce que je peux leur apporter. Puis on fait beaucoup de psychologie aussi. Les gens qui viennent ici, ils disent, hein, moi je traite le corps, le cœur puis l'âme. Je traite tous les aspects. Fait que les patients viennent ici, là, ils me disent, tu devrais charger plus cher parce que on a la psychologie en même temps. Parce que j'en ai pris des cours de psychologie au cégep. Tu sais, j'en ai fait, puis j'en ai fait d'autres cours aussi au travers. J'ai même, v'là un an, une psychologue qui a 76 ans, qui a beaucoup d'expérience. C'est devenu ma patiente. Elle m'a fait comme remarque, elle dit, toi, elle dit, je t'écoute parler, puis elle dit, moi, j'ai 40 ans d'apprentissage comme diplôme. Ouais, 40 ans de métier, là, presque. De métier, de diplôme. Elle dit, toi, tu devrais avoir les mêmes diplômes que moi, même si tu n'as pas été à l'école pour ça. Elle dit, je t'écoute parler, puis elle dit, toi, tu mets vraiment tout en pratique. Parce que j'ai eu l'expérience de vie, j'ai vécu la perte de la vision, j'ai vécu beaucoup de choses, tu sais. C'est ça, ta vie a été remplie de toutes sortes de changements, puis de défis, puis de problèmes de santé, Exactement. C'est fou, là. Mm-hmm. Ouais, mais ça fait la femme que je suis aujourd'hui, puis j'en suis fière, hein, puis je ferais pas rien d'autre de différent, tu sais. Oui, ça a été difficile de partir de l'Ouest, ça a été très dur parce que je me suis ramassée, puis en plus, ce que je t'ai pas dit tantôt, quand j'avais 18 ans, la 2e année qu'on est revenu au Québec, le chum à ma mère, il a pas été capable de se trouver un autre job, fait qu'eux autres sont retournés en Alberta. Mais ils m'ont laissé au Québec. OK. Oui. Ils m'ont appelé un soir, ils ont dit, là, appelle plus à Nicolette, on n'est plus là, on est revenu en Alberta. Appelle plus à Nicolette, on n'est plus là. On n'est plus là. OK, c'est que eux aussi, là, ils se retournaient sur un dizaine, puis... Ouais, exactement. Puis, tu sais, là, j'ai eu un peu de peine parce que j'étais fâchée, mais eux autres, ils calculaient que j'avais un appartement, je gardais des enfants après l'école, je gardais des enfants la fin de semaine, j'avais mon chien guide. Ouais, t'aurais préféré qu'ils restent, mais ils pouvaient plus non plus te...
Ouais, ben de toute façon, il était loin de moi, là. Moi, j'étais à Québec, là, à ce moment-là. J'étais restée à Charlebourg. Ouais. J'ai resté là, puis je les voyais pas beaucoup quand même, là, parce qu'un coup qu'on est arrivé au Québec, puis ils m'ont mis à Charlebourg, écoute, je voyais plus la famille à Francine que ma propre famille, là, tu sais, parce qu'eux autres, ils venaient me voir, tu sais, puis je prenais l'autobus, j'allais chez Francine qui restait à Saint-Pierre-les-Béquets avec l'autobus DE dans le temps, c'était du monde que je connaissais qui avait ça. Fait que je voyageais en autobus beaucoup, là, tu sais, fait que je les voyais plus eux autres que ma mère puis son conjoint qui était à Nicolette, qui était plus loin, là. Tu sais, on se voyait d'un congé des fêtes, mais c'était pas... vu que j'ai été beaucoup en famille d'accueil, j'étais pas particulièrement aussi proche de ma mère que mon frère l'était. Ouais, c'est ça, forcément. Il y avait pas, pour ton frère, il n'y avait pas eu de coupure, là, de... Non, lui, il était à l'école à Sorel, qui était proche de Nicolette. Il est resté à Sorel. Oh, excusez. Je savais pas que le téléphone était ici. OK. Fait que, tu sais, il était à l'école à Sorel, mais c'était pas obligé, là, c'est parce qu'il a fait un cours de cuisinier, tu sais, mais il était plus proche de ma mère que moi, là, tu sais. C'est ça, force par là. J'étais la plus jeune, en plus. J'étais la plus jeune, fait que, tu sais, Ouais. fait que c'est pour ça, quand ma mère est décédée, mon frère, il était déjà malade, mais ça lui a donné un coup, il est décédé pas longtemps après, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est d'autres épreuves, ça, de perdre des proches comme ça. Ouais. Oui. Quand même assez jeune, là. Oui, fait que c'est un peu ça le cours de ma vie. Est-ce que tu as des anecdotes de gens qui, tu sais, comme qui t'ont rencontré dans le cadre de ton métier de massothérapeute, puis qui ont été, je sais pas moi, extrêmement surpris de savoir que tu étais non-voyante? Est-ce que des fois ça a été Beaucoup. plus Surtout ceux-là qui n'étaient pas référés, là. Les patients qui regardent la pancarte ou qui prennent mon nom sur Internet, sur Google, ils arrivent ici, ils savent pas que je suis non-voyante s'ils n'ont pas été référés. C'est ça, hein? Puis est-ce qu'il y en Moi, a je qui me réagissaient? présente. Non, j'ai jamais eu de mauvaise réaction parce que moi, je suis claire. Moi, je suis une personne, je suis assez prompt. Ben non, pas prompt. Je suis Transparente, je dirais. transparente. Fait que moi, les patients, ils arrivaient chez nous. Si je savais qu'ils n'avaient pas été référés, je lui disais bonjour, je suis Julie Maillotte, massothérapeute, je lui serrais la main. Je suis non-voyante, est-ce que ça vous dérange? OK. C'est que là, il n'y a Puis là, jamais ils sont mal personne. à l'aise, ils peuvent pas te dire oui, ça me dérange, ils sont rendus. Ils me disaient non, je pense pas là, que ça va me déranger. Puis quand ils apprennent à me connaître, ils sortent d'ici puis ils sont, mon Dieu, on dirait qu'on t'a tout le temps connu parce que je suis aussi ouverte avec mes patients. Tu sais, il y en a qui sont mal à l'aise, ils veulent me poser des questions sur ma vision, puis il y en a qui sont pas sûrs que je suis non-voyante complète, il y en a qui pensent que je vois parce qu'on, tu sais, je suis familière chez nous, T'es hein, je suis dans capable, mes c'est ça, affaires. ben oui. Fait qu'eux autres, ils pensent que, tu sais, j'ai peut-être de la vision qui reste, mais j'en ai plus maintenant. Graduellement, depuis 3 ans, j'en ai plus du tout. OK. Mais tous mes patients, ça a été une belle expérience. Puis la majorité de je te dirais 90% de mes patients reviennent toujours. S'ils reviennent pas dans l'année, ils reviennent 1 an ou 2 plus tard. Ou j'en ai même qui sont revenus cette année, ça faisait 5-6 ans qu'ils n'étaient pas venus, là, tu sais. Et est-ce que la majorité pose des questions? Parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être déjà eu des contacts avec des Ouais. non-voyants. Ça qui, eux autres, on voit qu'ils sont plus habitués, qu'ils sont Ouais, plus à ça l'aise. dépend de la personnalité de la personne aussi. Les gens qui sont plus gênés, ils osent moins. Tu sais, ça prend une couple de rendez-vous avant qu'ils posent des questions. Mais quand ils voient que je fais des blagues là-dessus, parce que moi, je leur fais toujours des blagues pour les mettre à l'aise, tu sais. Je leur dis, est-ce que je peux fermer la lumière? Moi, là, il y en a une couple qui m'ont dit, ah, mais tu verras rien dans le noir. Je dis, ouais, ben, moi, je suis habituée comme ça, là. C'est pour vous autres. Fait que là, ils sont là, je m'excuse, je suis tombée niaiseux. Non. Moi, c'est des jokes, là. Je suis tout le temps en train de faire des jokes, puis non, puis ma joke préférée, c'est vous pouvez vous déshabiller, je regarderai pas. Je regarde jamais, vous pouvez être sûr de ça. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Ça, je regarde jamais. Ah oui, puis c'est sûr. Parce que, tu sais, moi, je me suis déjà fait masser souvent par
un massothérapeute, justement, puis il y a quand même une confiance qui s'installe, il y a quand même une intimité qui s'installe, là, quand même. Exactement. Fait que non, j'ai beaucoup de... Puis les gens qui m'arrivaient avec des problèmes de santé spécifiques ou que je connaissais pas, ben je disais, ben on peut apprendre ensemble parce qu'il y en a pas d'autres thérapeutes qui le font. Il avait été ailleurs, puis il y en a qui voulaient pas le faire. À un moment donné, j'ai eu un petit garçon en 2003, je pense. Il avait la paralysie cérébrale, il était un jumeau. Lui, ses massages étaient payés par Boom Desjardins, le chanteur. Ah oui, OK. J'ai dit, écoute, j'ai jamais fait ça, de la massothérapie avec des gens qui ont la paralysie cérébrale, mais ça m'intéresse d'apprendre puis de le faire. Puis on va travailler, on va parler avec les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, puis vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire. Puis ça l'a tellement aidé, là. Écoute, puis le petit garçon, il me reconnaissait là, quand il arrivait, là, il savait j'étais qui, puis non, ça a été merveilleux, là. Ça, c'était le genre de défi qui te faisait pas peur. Ah oui, moi, c'est ça, oui. Puis j'ai des gens aussi qui ont des cancers, on travaille ensemble. Je suis aussi maître Reiki, fait que je travaille dans l'énergie, fait que ça aide beaucoup les gens, ça aussi. Puis ça m'aide aussi à aller chercher leurs états d'âme, en parler, parce que les gens n'osent pas toujours parler quand ils vont pas bien avec le proche, hein? Surtout quand que c'est des gens qui sont peut-être pas loin de la phase terminale. Fait que ici, ils se sentent à l'aise de me parler de tout ça, puis comment ils se sentent, puis j'en ai même des fois, tu sais, quand t'as des maladies graves, que tu sais que c'est terminal, là, il y a pas de retour. Tu sais, ils peuvent arriver, ils vont être en maudit. Moi, il arrivait chez nous, des fois, ils pouvaient sacrer. Je lui disais, moi, ça me dérange pas parce que je le sais que vous êtes pas fâchés après moi, mais vos proches, eux autres, ils ne savent pas. Uh-huh. Moi, je le sais que vous êtes fâchés après la maladie. Il disait, toi, t'as raison. Chez nous, quand je suis fâchée, je peux pas l'exprimer parce que je veux pas blesser les proches. Moi, je lui disais tout de suite, tu peux dire ce que tu veux ici. Je le sais que c'est pas après moi que t'en veux. Fait que tout de suite, moi, je vais chercher les gens dans le cœur. Je suis une personne beaucoup de cœur. Fait que, qui vivent, peu importe, j'en ai qui ont perdu des enfants, écoute, nomme-les, là, c'est ça, un paquet de situations, là. Oui, des gens j'ai une patiente même que son fils s'est suicidé, puis le premier téléphone qu'elle a fait, c'est moi qu'elle a appelé. Puis j'ai dit, attendez une seconde, je te reviens tout de suite, j'appelle ma patiente qui s'en vient, là, dans une demi-heure. Je vais reporter son rendez-vous plus tard, puis je te reviens tout de suite. J'ai reporté mon rendez-vous que j'avais pour parler au téléphone à cette patiente-là que son fils venait de se suicider. Fait que c'était ça, tu sais, j'ai pas vraiment de formation là-dedans, mais elle, c'est à moi qu'elle voulait parler. Fait que puis de toute moi, façon, la dame psychologue qui t'avait dit que tu pourrais avoir les mêmes diplômes qu'elle à 40 ans de diplôme puis de pratique. Exactement. C'est quand même un beau compliment, ça, là. C'est quand même... oui, ça m'a touchée parce que puis j'y avais dit, c'était mon premier métier que je voulais faire, être psychologue. Elle a dit, ben, tu le fais très bien ici. Puis elle a dit, en plus, en étant hyperactif, ben, tu bouges. Ça te permet de bouger parce que, moi, des massages, c'est pas vraiment des massages de détente, c'est vraiment thérapeutique en profondeur. Donc, c'est un workout, là, que je fais quand je travaille. Et c'est en plein ce que tu t'étais dit, de toute façon, quand tu as décidé de t'en aller vers la massothérapie, hein. Oui. Tu as tout de suite senti qu'il fallait que ça aille un peu plus de mouvement, là, Exactement. Puis comme on avait les squelettes en plastique, Pierre, il avait acheté le premier squelette, je pense, démontable en plastique, je sais pas si c'est au Canada ou en Amérique du Nord, en tout cas. Un jour, ça va être mon cadeau, je vais m'en acheter un. Parce que c'est bien beau avoir des beaux... on a un squelette sur le mur. À un moment, j'avais un poster d'un squelette sur le mur, tous les systèmes, mais moi, je les vois pas, fait que ça me sert pas. Tu sais, la plupart des massothérapeutes, ils vont se référer à leur livre à un moment donné dans leur carrière. Nous autres, on peut pas regarder les plages de dessin, les choses, tu sais, fait qu'il faut tout avoir mémorisé. C'est ça, puis il existe, là, tu sais, visuellement, il existe tellement des belles choses, des beaux graphiques. Nous autres, on n'a pas accès à ça. Fait que c'est la mémoire, puis je me souviendrai tout le temps dans mon cours d'anatomie. Moi, je faisais des migraines dans mon cours d'anatomie, justement, parce que j'avais pas les plages en attendant qu'on ait le squelette. On n'a pas eu le squelette tout de suite, là, il l'a fait venir, mais plus tard. On l'a eu plus tard.
Mais, tu sais, on avait les livres, mais t'as pas les dessins quand même, là. Puis, j'avais dit au professeur d'anatomie, à ce moment-là, elle s'appelait France, je me souviens pas de son nom de famille. Elle dit, qu'est-ce qui te stresse? Ben, j'ai dit, écoute, tous les muscles puis les os, là, moi, je serais jamais capable de mémoriser tous ces mots-là. Puis quand les patients vont me poser des questions, d'un coup, je me trompe de muscle parce que je le vois pas. Tu sais, je peux pas ouvrir le livre puis me référer à ce muscle-là. Elle dit, écoute-moi bien, là. Elle dit, l'important, t'es massothérapeute. T'es pas docteur. Elle dit, l'important, c'est que tu saches l'insertion des muscles, où ce qui commence, où ce qui finisse, le sens de la fibre, puis la technique, puis tu y vas avec ton ressenti puis avec ton cœur. Elle dit ça, c'est ça qu'on veut. Là, ça m'a enlevé un énorme poids sur les épaules. Parce que, tu sais, on va pas se mentir, là. Je veux dire, la mémoire, quand on en a, oui, c'est bien beau. Ça. Mais c'est beaucoup plus de c'était technique, là. C'est du stress de dire, faut que je me souvienne de ça. Ah, oui, de tout, là. Faut que je m'en souvienne maintenant, puis faut que je m'en souvienne dans un an. Puis là. Puis c'est ça, elle m'avait expliqué. Elle dit, écoute, les gens, là, elle dit, c'est pas ça qui les intéresse, le nom des muscles, puis le nom de ci, puis de ça. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que tu les fasses sentir mieux. Qu'ils se sentent mieux quand ils sortent de chez vous. Puis elle dit, tu l'as. Elle dit, je suis même pas inquiète. Elle dit, je suis pas inquiète pour toi. Elle dit, t'es une qui va réussir des mieux. Puis, effectivement, dans le cours, ben, j'ai eu un centre de massothérapie. Tu sais, c'est moi que j'ai avancé beaucoup, tu sais, puis j'ai été une des premières de classe, naturellement. Là. Je me souviens pas, je pense que j'étais la première de classe. Puis, fait que ça a été un énorme, à m'enlever un gros poids sur les épaules, parce que je me casse. Puis moi, quand je commence quelque chose, il faut que je sois bonne. Fait que ça m'inquiétait de pas être bonne, tu sais, j'avais peur de pas être bonne. J'étais un petit peu perfectionniste, fait que j'étais un petit peu inquiète. Puis là, elle m'a enlevé un énorme poids sur les épaules. Elle dit non. Les tests, elle dit, inquiète pas, oui, il y en a de la mémoire, mais elle dit ça, je suis pas inquiète pour toi, tu vas savoir ce qu'il faut. Puis, mais la pratique, elle dit, c'est tellement ça qui compte, là. Elle dit, stresse pas avec ça. Elle dit, moi, j'enseigne à l'université, puis elle dit, je me réfère à mes livres constamment, puis elle dit, je vois, tu sais, elle dit, j'ai la chance que je peux voir les livres. Fait qu'elle dit, stresse-toi pas, là. Elle dit, t'as tout ce qu'il faut. Fait que ça, elle m'a aidé beaucoup. Puis Pierre, il était tout le temps rassurant aussi, là. Il était pas inquiet, lui non plus. Écoute, on a fait, dans cette formation-là, on a eu beaucoup de contenu, là. On a fait un cours de premiers soins avec quelqu'un des ambulances Saint-Jean. Écoute, ça a été tellement plaisant. On a fait plein d'affaires, c'était agréable. Puis c'était chez Pierre, dans son sous-sol, là, il avait converti son sous-sol, là, c'était une école, là, tu sais. C'est ça, ben oui. Ouais, ah oui, ça a été plaisant. Puis Pierre, c'est une personne agréable, puis il y a beaucoup de vécu puis d'expérience. Tu sais, puis il y avait d'autres non-voyants dans la classe. On était 6 ou 7, puis il y avait une personne unijambiste aussi avec nous autres. Mais en majorité, j'étais la plus jeune. Dans la classe, là, j'étais la plus jeune. Ah, la plus jeune en plus, oui? En plus. J'avais 29 ans à ce moment-là. Et... L'autre qui me suivait, elle avait 33 ans, mais les autres étaient toutes 45, puis dans cinquantaine. OK, dans une autre tranche d'âge, là, un petit peu plus élevée. Pour là, ceux qui ne savent pas, là, Pierre Saint-Onge, c'était l'invité 147, la connaissez-vous? C'est que vous pouvez aussi vous référer à son émission. Et là, on parlait avant l'ouverture du micro aussi des impacts de la pandémie. Puis, tu me disais que pour toi, la pandémie, ça a été quand même, somme toute, positif. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas travaillé 3 mois. Mais là, tu t'en profites, te reposes. Et c'était spécial. En plus, moi, ma plus jeune, elle arrivait de l'Espagne. Fait que tout de suite, le 8 mars, nous autres, on était en quarantaine. Tout de suite, là, avant qu'il l'annonce. Elle est arrivée le 8 mars de l'Espagne, fait qu'on était en quarantaine 14 jours tout de suite. Puis après ça, son amie qui avait été dans la chambre d'hôtel avec elle, elle a eu des symptômes. Alors, on était en quarantaine un autre 14 jours parce qu'on l'avait vu 5 minutes parce que ma fille, elle avait quelque chose dans sa valise qui lui appartenait. On l'a vu 5 minutes. Fait que vu qu'elle a eu des symptômes après, on est encore en quarantaine. OK. Je travaillais pas pareil, on n'avait pas le droit parce que on n'était pas travailleur essentiel. Ça l'a apporté pour les massothérapeutes la pandémie. Je suis très fière de ça. On est maintenant reconnus comme travailleurs essentiels.
Puis durant la pandémie, moi, ce que je faisais, j'appelais des patients que je savais qui habitaient seuls, des personnes plus âgées, des personnes qui étaient seules. J'appelais à tous les jours, c'était mon défi, j'appelais quelques personnes. Je les rappelais là, de temps en temps. Est-ce que vous mangez bien? Comment ça va? Comment vous sentez? On n'a pas le droit en général d'appeler nos... Moi, j'appelle ça des patients, parce que j'aime pas ça dire des clients. On n'a pas le droit d'appeler nos patients si on se retourne au code de déontologie, mais je trouvais ça important. Puis moi, les règlements, quand c'est pour faire du bien aux gens, on passe par-dessus. Puis de toute façon, là, on s'entend que... C'est une situation spéciale. C'est ça, c'est une crise... on n'a jamais vécu ça, là. Non, jamais. C'est là 100 ans qu'il y a eu une pandémie. C'était la grippe espagnole. Puis on n'était pas là, nous autres. On n'était pas là. Là, on est chanceux de nos jours parce que, écoute, on a l'Internet, on a tout, là. Dans le fond, les gens qui se sentent seuls, là, il n'y aurait pas vraiment raison de se sentir seul parce qu'il y a plein de moyens de communication. Qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, il n'y avait pas le téléphone non plus, puis les gens étaient isolés, puis il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant. Mais même les moyens de s'informer, là, parce que l'information... ils n'étaient pas informés, là. Elle se transmettait pas comme aujourd'hui, là. Non, c'était pas comme aujourd'hui, puis ils s'occupaient des malades, puis maintenant, ben c'est l'hôpital, c'est sûr, là, mais quand tu as quelqu'un qui t'appelle de temps en temps, j'ai une amie qui s'est séparée juste avant la pandémie, elle, tous les jours depuis qu'elle s'est séparée, je lui parle des fois 2-3 fois par jour, t'as-tu pris tes médicaments, t'as-tu mangé, qu'est-ce que tu vas manger, t'as pas sorti quelque chose pour souper, qu'est-ce que tu veux manger, tu sais, j'amène les gens à voir les choses positives, on lit des pensées positives à tous les jours, je suis une personne comme ça, parce que moi, j'ai été positive toute ma vie, même au travers des malheurs. J'ai tombé à genoux quelques fois, je me suis relevée. Mais quand on a de l'aide, puis on la prend, l'aide, parce qu'il y a plein d'aides alentour, mais les gens vont pas nécessairement la prendre. C'est ça, mais tu l'as dit, ça aussi, hein? Tu sais, t'as les petits anges qui sont sur ton chemin, puis tu choisis. Ah oui. C'est important, ça. Puis tu les as, toi, tu l'as pris, l'aide, ça t'a aidé justement dans les moments, en tout temps, puis dans les moments plus difficiles. C'est ça. Puis là, avec ce que tu nous dis, c'est que là, c'est ton petit côté psychologue aussi, là, qui ressort beaucoup, là. Exactement. Puis moi, je considère que je veux être un ange sur le chemin des gens aussi. Tu sais, si je peux les aider, tu sais, à passer au travers d'une heure, là, tu sais, c'est tant mieux. Mais c'est déjà commencé, selon moi, là. C'est déjà ça qui arrive. Bien, là, tu disais, bon, là, on a été 3 mois sans travailler, tout ça. Puis tu me disais aussi avant l'entrevue que toi, ça t'a permis de justement de rénover ton bureau. Oui, mon bureau, parce que c'était en tapis. Puis là, à cause de la pandémie, il faut laver le plancher. Fait que j'ai fait installer du plancher flottant quand on a eu le droit d'avoir des gens chez nous à partir du 1er juin, je pense. J'ai fait venir 2 personnes que je connais. Il y en a un qui a installé le plancher, l'autre a peinturé. J'ai fait installer un lavabo dans mon bureau pour pas me scraper les mains avec les produits nettoyants. Je préférais du savon puis de l'eau. Fait que moi, durant mon massage, je me lave les mains 3 fois. Puis fait que, tu sais, on est quand même en contact avec la personne 1 heure et plus. Là. Fait que si sont asymptomatiques, on a plus de risques que la plupart de l'avoir, même si on est protégé avec les équipements, le masque, tout le kit, là. Fait que pour moi, c'est important d'avoir mon lavabo dans mon bureau parce que le lavabo, il était en haut dans la salle de bain. Il fallait que je monte les escaliers. Fait que là, en l'ayant dans mon bureau, je peux me laver les mains au minimum 3 fois là, durant le massage sans problème. C'est ça. Ça a permis d'organiser ça pendant ce temps d'arrêt. Exactement. Puis c'est beaucoup plus professionnel aussi, mon bureau, là. Il est très beau, puis ça a permis de rafraîchir, puis donc je vous parle justement de mon bureau qui est dans mon sous-sol. Ben, moi aussi, je vous parle de mon bureau. Bon! Depuis que je suis déménagé, j'ai mon bureau. Ben c'est bien ça. Mais c'est ça que ça l'a permis. Puis quand on était là, la deuxième vague, ils nous ont déclaré travailleurs essentiels. J'étais très contente de ça. Ben, je pense que c'est important. C'est vrai que c'est quand même essentiel. Puis les gens ils disent, si on a mal, en plus on est stressé, fait que la massothérapie, là, c'est un travail essentiel. Mais oui, puis ceux qui étaient habitués de venir te voir exactement régulièrement, là, qui n'ont pas pu pendant 3 mois, puis qui auraient pu être encore interrompus dans leur
dans leur traitement, puis C'est ça. aussi la psychologie qui vient avec, tu sais, il manque de psychologues présentement, fait que les gens ils essayent de contacter des psychologues, ils sont pas capables, fait qu'ils viennent en massothérapie, ils se font masser, puis en plus ils peuvent parler de ce qu'ils vivent, tu sais. Puis moi je vais les écouter, puis on va en discuter, puis je vais essayer de leur donner des moyens, des outils de peut-être que vous feriez ça comme ça, puis tu sais, planifier telle affaire, regarder telle chose, ça l'aiderait peut-être, puis ça lui donne des idées, puis ça lui fait du bien. Il part d'ici, ils me le disent tout. J'ai le sourire d'en face, tu sais, je suis bien. Fait que ça fait plaisir. Ça, c'est plus que ma paye, qu'est-ce qu'il me donne en argent, là, ça. Et c'est tellement important, là, surtout ces temps-ci, comme on le disait, c'est d'avoir une oreille attentive qui nous écoute, qui nous conseille, Exactement. sur qui on peut compter. Oui, parce que des fois, la famille, tu sais, ils ont le problème aussi. Tu sais, moi, je le sais, j'ai tout le temps que j'ai 4 enfants parce que j'ai le fils à mon mari quand même, qu'on est en contact quand même encore, que j'aime beaucoup. Fait que moi, je le sais, j'ai mes enfants, puis les enfants, d'habitude, ils parleront pas nécessairement toujours de leurs problèmes avec les parents, tu sais, puis et s'ils en parlent, ben ils vont écouter les conseils des étrangers plus que les enfants. Puis je le vois dans mon bureau, tu sais, j'ai des jeunes qui viennent des adolescents puis ils viennent me parler de leurs affaires, tu sais. J'ai eu beaucoup d'expériences d'adolescents aussi qui vivaient des choses difficiles, puis tu te dis, ben Colin, tu sais, je peux les aider, tu sais, mais on peut pas toujours aider nos propres enfants parce que les émotions rentrent en ligne de compte. C'est ça. Puis les adolescents, quand tu es adolescent déjà en partant, c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un en qui tu as vraiment comme confiance. Puis... C'est ça. Puis je pense qu'ils sont en confiance ici, ils viennent, tu sais, je suis pas très grande, tu sais, je suis enjouée, j'ai un beau sourire, fait que les adolescents, tu sais, ça leur fait du bien, puis ils peuvent me parler de tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Je suis ouverte à ça parce que j'ai tellement d'expérience de vie, il n'y a pas grand-chose qui peut me scandaliser. Puis t'es pas là pour les juger, t'es pas là pour... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je juge pas personne parce qu'on peut pas juger personne. Il y a pas personne qui peut juger les autres. Fait que on essaie d'accueillir tout dans l'amour puis dans le respect. Ben, en tout cas, Julie, à travers toutes les émotions que tu nous as fait vivre, tout le voyage que tu nous as fait faire, on le sent, le sourire dans ta voix. Je sens que ça va être une entrevue inspirante que les gens vont pouvoir écouter, sur lesquels se reporter. J'en échappe mes instruments. Mais j'ai trouvé ça vraiment très agréable, le moment qu'on a eu ensemble, et je pense que les gens vont s'inspirer de toi, de ton expérience, de ton vécu. Ah, puis il y a bien des points qu'on n'a pas touchés. Tu sais, M. Saint-Onge ne parlait avec les chiens guides, là, on n'est pas accepté partout, là, tu sais. Il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, hein? Mon Dieu, v'là 4 ans, moi, j'ai fait une gastro à Noël, puis j'ai eu un dégât d'eau chez nous en même temps. Fait que j'avais plus d'eau. Je faisais une gastro à Noël le 25 décembre. Eh boy! Là, je disais à ma fille, OK, on va s'en aller à l'hôtel. Je prends un taxi, je m'en vais à l'hôtel. Mais ils ont dit, on prend pas les chiens guides. Pardon? Il a fallu, en pleine tempête de neige, le 25 décembre, que j'appelle un autre taxi. J'ai dit à ma fille, là, on va s'en retourner chez nous. On a attendu le taxi 3 heures parce que l'hôtel voulait pas nous accepter. Ben, voyons donc. Exactement, parce que j'avais un chien guide. J'ai dit, écoute, j'ai un dégât d'eau chez nous. Je peux pas rester chez nous. Je file pas bien. J'ai besoin d'eau. Puis, non, ils nous ont fait attendre 3-4 heures un taxi parce que c'était une tempête de neige, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de taxis disponibles à Laval. Ils nous ont refusé l'accès. Puis là, j'ai été malade pas longtemps après, j'ai fait un burn-out, fait que j'ai pas poursuivi. J'avais fait un peu les démarches avec les droits de la personne contre cet établissement-là, mais j'ai pas poursuivi parce que j'avais pas l'énergie à ce moment-là pour le faire. Mais toutes les gens... qui nous refusent, là, maintenant, moi, je
je leur explique qu'ils peuvent avoir une amende assez salée. Oui, puis moi, j'ai pas de chien, mais j'ai des gens dans mon entourage là, Exactement. qui en ont fait des démarches là, pour des refus de taxi dans les restaurants. Tu sais, c'est incroyable. Il reste encore du travail à faire, c'est sûr. Ah, beaucoup, parce que les gens sont pas tout à fait ouverts, puis ils comprennent pas que le chien, tu sais, moi, mon chien, il est propre, elle est toujours nettoyée, elle est toujours propre, elle sent toujours bon, j'y mets du parfum, premièrement, fait qu'elle est toujours propre. Les gens de taxi qui me connaissent, ils me disent, toi, ton chien est toujours propre, fait que c'est agréable. Malheureusement, ça a l'air que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que moi, j'essaie de dire à tout le monde, le chien, il faut qu'il soit le plus propre possible. Oui, il faut qu'il soit bien entretenu. Oui, il va bien. partout. Exactement. Fait qu'un chien qui est propre, c'est plus encourageant pour la personne qui veut te refuser. Tu sais, t'es plus capable de les convaincre. Mais à l'hôtel, cette fois-là, le 25 décembre, il n'y avait rien à faire. Écoute, ils m'ont regardé comme j'étais de la merde, là. Fait que j'étais vraiment pas de bonne humeur, tu sais, mais j'étais malade. Fait que dans ce temps-là, t'as pas le goût de te chicaner, tu sais. J'avais pas le goût pantoute. C'est ça. J'ai même dit, fait venir la police, mais écoute, il y avait rien de disponible à ce moment-là, là. Fait que j'ai dit à ma fille, OK, on va s'en retourner chez nous, on va s'organiser. Bon, on a attendu le taxi, écoute, il était 3 heures du matin, puis on a attendu le taxi jusqu'à 6 heures. Fait que ça a été incroyable, mais il y a beaucoup de chemin à faire pour les chiens guides. Mais moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 17 ans, là, que j'ai eu mon premier chien guide, que je prône ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai voyagé quand même. Moi, je vais à Toronto assez régulièrement. J'ai des amis là. Je voyage en train assez régulièrement, puis on n'a jamais de problème avec le personnel de Via Rail. On est toujours bien accueillis. Mais dans les avions, c'est une autre histoire. J'ai voyagé en 96 avec un chien guide en avion, puis c'est pas drôle, là. Tu mets ton chien à tes pieds, puis tu mets tes pieds sur le chien, là. Il y a même pas de place pour le chien dans l'avion, là, à côté de toi. C'est déjà plus compliqué en avion, là. C'est beaucoup plus compliqué, tandis que Via Rail, t'as un siège réservé pour le chien que tu payes pas, mais en avion, non, ils font pas ça. Fait qu'ils devraient y repenser ça, parce que mettre tes pieds sur ton chien dans l'avion, c'est pas évident, là. Là, moi, c'est un court voyage. C'est un voyage qui dure 1 heure, mais imagine... Un voyage de 8 heures, là, c'est comme ça commence. Le chien qui s'est foiré à terre, là, non, écoute, premièrement, déjà, c'est traumatisant un peu aller en avion, même s'ils l'ont déjà fait, tu sais, dans leur entraînement. Mais c'est toutes des choses, mais ça avance quand même. T'sais, on a plus d'ouverture, puis quand on jase, habituellement, ça va bien. C'est ça. Faut pas avoir peur, encore une fois, de prendre le temps d'expliquer puis Exactement. de dédramatiser, parce que pour eux c'est comme des fois inconcevable, mais ben c'est ça. Puis quand qu'ils disent comment tu vas faire à aller faire leurs besoins, je sors dehors puis je ramasse les cacas. Tu sais, je suis allée dans d'autres hôtels puis je leur disais si vous avez, y a-t-il une poubelle pas loin de la chambre, puis je prenais tout le temps une chambre au premier étage, comme ça je pouvais sortir de ma chambre puis aller faire les besoins de mon chien. Puis moi je ramasse tout le temps le caca, fait que la plupart des hôtels, ils disaient, écoute, on va te mettre une petite poubelle, puis mets ton caca dedans, puis on va le vider, puis c'est tout. Fait que, tu sais, il faut que tu leur apportes des solutions, leur dire, tu sais, oui, je ramasse, inquiétez-vous pas, montrez-moi où est la poubelle, ça va être dedans, puis souvent, ils t'offrent de t'aider. Quand ils voient, là, que toi, t'as les solutions, là, tu sais, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais même dit à quelque part, à un hôtel, j'ai dit, apportez-moi la balayeuse, je vais passer la balayeuse 6 fois avant que je parte, ça me dérange pas. Mais tu sais, j'ai toujours des solutions, fait que je crois que c'est ça, leur montrer que nous autres, c'est pas un problème pour nous, le chien. C'est ça. Puis il jappera pas, inquiétez-vous pas, il jappera pas. Ça, inquiétez-vous pas pour ça, le chien jappe pas. Il jappe pas, il saute pas sur les clients, il les mord pas. Rien. Pas du tout. Fait que quand tu montres aux gens que toi, t'as pas de problème, premièrement, avec ton handicap, puis t'as pas de problème à avoir un chien guide, qu'il y a pas de problème, ça l'aide beaucoup les gens parce qu'ils voient tout de suite les problèmes, eux autres, hein, parce ils connaissent pas ça. Fait que quand tu leur dis non, ça c'est pas un problème pour moi, je fais ça comme ça, regardez, c'est pas un problème, tu leur montres puis t'es enthousiaste, ça les aide énormément. Énormément. Et c'est ça. Il y a encore du travail à faire, mais il y a de l'ouverture, puis il faut pas avoir peur d'expliquer. Puis... Non. En tout cas, comme je le disais tantôt, ça a été très agréable, ça a été très intéressant aussi. Hein? Ça fait que c'est bien quand les deux vont ensemble.
Ben, je te remercie énormément. En tout cas, Martin, ça a été très agréable. J'ai bien aimé notre jasette. Puis avant le micro, puis après aussi, là. C'est ça, avant, pendant et après. C'est ça. Ben, un gros merci, Julie, de ton temps puis d'avoir accepté de partager toute ton expérience. Ben, je te remercie à toi, puis en tout cas, continue, je pense que c'est bénéfique ce que tu fais. Ben, je l'espère et je continue tant que les gens vont accepter de nous parler. Parfait. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!